Il fait partie des plus grands. Son aura dépasse celle de tout autre pilote. Icône d'une génération, héros national, légende de la Formule 1. Il était une fois Ayrton Senna. Ayrton Senna da Silva naît le 21 mars 1960 à Sao Paulo, au Brésil. Il grandit dans un milieu très privilégié, ce qui lui permet de développer sa passion, la course automobile. Dès ses 4 ans, il est au volant de son premier karting, construit par son père à partir d'un moteur de tondeuse à gazon. Milton da Silva ne le sait pas encore, mais il vient de créer un prodige. Son fils participe à sa première course dès ses 8 ans et prend très vite goût à la compétition. Il aime se procurer des sensations, mais veut gagner et surtout progresser. Assez vite, le karting commence à prendre une place prépondérante dans sa vie. Malgré tout, il reste un élève assez attentif, ce qui lui permet de se consacrer à sa passion dès lors qu'il quitte les bancs de l'école. Sur les circuits, Ayrton se met à rêver. Et s'il faisait carrière? Et s'il devenait pilote de Formule 1? Et si un jour, comme Emerson Fittipaldi, il remportait le Grand Prix du Brésil? Emo est le premier champion du monde brésilien. Il inspire toute une génération, en tête de laquelle on trouve le petit Ayrton. Son père, qui l'a emmené voir sa première course de Formule 1, prend la chose très au sérieux. Il confie son fils à Lúcio Pascoal Gascon, le Che, un préparateur renommé en karting, celui qui avait lancé la carrière de Fittipaldi. Ayrton doit cependant attendre ses 13 ans, l'âge légal au Brésil, pour faire ses débuts en compétition. Mais il a déjà une longueur d'avance sur tous ses rivaux. En 1977, il devient champion d'Amérique du Sud. Son continent est déjà trop petit pour lui. Il doit alors s'exiler en Europe, loin de sa famille, un sacrifice douloureux, mais il part à la conquête d'un sport très difficile d'accès pour les non-européens. Le Brésilien participe au championnat du monde de karting où il se distingue très rapidement de la meute. Son casque, d'un jaune éclatant, est reconnaissable entre mille et son style est unique, spectaculaire. Avec lui, c'est tout ou rien. Il attaque, tout le temps, parfois trop. Mais aucun résultat ne l'intéresse si ce n'est pas une victoire. Le karting lui correspond parfaitement, c'est la course à l'état pur, ni enjeu politique ou économique, rien que la course. Il est pleinement épanoui et devient vice-champion du monde à 2 reprises, mais veut porter les couleurs du Brésil encore plus haut. La prochaine étape, c'est la monoplace. Il la découvre au Royaume-Uni. Formule Ford, Formule 3, il remporte tous les championnats par lesquels il passe. C'est à cette époque qu'Ayrton accole le nom Senna à son patronyme, Da Silva étant bien plus répandu au Brésil. Et Senna est un nom qui commence à circuler dans les paddocks de Formule 1. Plusieurs écuries voudraient lui faire essayer une monoplace et Frank Williams est le premier à lui donner sa chance. La séance a lieu le 19 juillet 1983 sur le circuit de Donington. Au moment de s'installer dans sa monoplace, le Brésilien est ému aux larmes. Très croyant, il remercie Dieu pour ce cadeau. Mais plus qu'un cadeau, c'est une chance de prouver sa valeur. Et il ne la laisse pas passer. Il enchaîne les tours jusqu'à se montrer plus rapide que les pilotes titulaires et faire tomber le record de la piste. Frank Williams est impressionné, mais ne peut pas lui proposer de baquet pour la saison suivante. Malgré tout, la reconnaissance d'une si grande équipe lui ouvre de nouvelles opportunités. Brabham puis McLaren lui permettent également d'essayer leur monoplace, et même s'il impressionne de nouveau, il n'a toujours pas de contrat pour la saison 1984. La porte s'ouvre enfin à Silverstone lorsqu'il prend le volant d'une modeste Toleman. L'écurie se bat alors pour tenter d'inscrire quelques points et voit en ce jeune pilote une belle opportunité. Ayrton Senna participe à son premier Grand Prix de Formule 1 chez lui, au Brésil, en ouverture de la saison 1984. 17e en qualification, il abandonne dès le 8e tour en raison d'un problème de turbo. Contrairement aux catégories inférieures, son talent seul ne suffit plus à faire la différence face aux grands noms de la discipline. Il se distingue tout de même en infligeant un écart d'1 seconde 8 à son coéquipier en qualification. 2 semaines plus tard, il se fait de nouveau remarquer en prenant la 6e place du Grand Prix d'Afrique du Sud. Son premier point dès sa 2e course, ce n'est pas commun. Le gamin a quelque chose en lui et récidive dès la course suivante. Des petits exploits qui confirment le potentiel entrevu. C'est le 3 juin 1984 que son talent va éclater au grand jour. Installé en 13e position sur la grille de départ, Ayrton Senna se prépare à participer à son premier Grand Prix dans les étroites rues de Monaco. Et pour ne rien faciliter, une pluie torrentielle s'abat sur le circuit ce jour-là. Senna ne le sait pas encore, mais c'est une bonne nouvelle pour lui, très performant dans ces conditions. Sur ce circuit qui ne pardonne aucune erreur, beaucoup se font piéger.
Dès le premier tour, Tambay, Warwick et De Cesaris sont au tapis. Bien parti, Senna est 9e et entame alors une remontée extraordinaire. Dans ces conditions dantesques, il semble faire corps avec sa monoplace et profite aussi des erreurs d'autres concurrents. Nigel Mansell, alors en tête de la course, pulvérise sa Lotus au sommet de la montée vers Beau Rivage. Voilà Senna sur le podium. Et le Brésilien ne s'arrête pas là. Il remonte sur la McLaren du double champion du monde Niki Lauda, qui l'efface comme si ce n'était qu'un retardataire. Au-delà de son talent, Senna bénéficie également d'une voiture allégée en carburant, car son équipe a misé sur une interruption prématurée de la course. Et justement, alors qu'il remonte à coup de 3 secondes par tour sur Alain Prost, le leader demande l'interruption de la course. Les conditions sont trop dangereuses. Le directeur de course, Jackie Hicks, surnommé le maître de la pluie, finit par se résoudre à cette sage décision et agite le drapeau rouge. Dans une telle situation, le classement est figé au tour qui précède l'interruption. Mais ça, Ayrton Senna ne le sait pas. Alors qu'il enchaîne les meilleurs tours, il voit Prost s'arrêter juste devant la ligne et n'hésite pas une seconde, il fonce, pensant remporter son premier Grand Prix de Formule 1 à Monaco au volant d'une Toleman. Lorsqu'il apprend qu'il n'est que second, son visage se ferme. Il pense que c'est une manigance. Ils m'ont volé ma victoire, scande-t-il. En réalité, l'essentiel est ailleurs. La légende Senna est née ce jour-là à Monaco. Et même s'il est très déçu du résultat, le Brésilien ne peut s'empêcher d'esquisser un sourire. C'est le début d'une grande histoire. Si Monaco reste l'exploit majeur de sa saison 1984, Senna éclabousse d'autres circuits de son talent en remontant sur le podium à Brands Hatch, puis Estoril. Il mène Toleman à des horizons inimaginables pour elle et se fait remarquer dans le paddock. Après une première saison plus que réussie, Ayrton Senna change de dimension en rejoignant la mythique écurie Lotus. Celle-ci n'a certes plus gagné depuis près de 3 ans, mais sort d'une bonne saison et a surtout l'expérience et la structure d'une grande équipe. Bien entouré, Senna peut y progresser beaucoup et très vite exprimer son potentiel. L'association ne tarde pas à faire des étincelles. Au Portugal, dès son deuxième Grand Prix au volant de la monoplace noir et or, Senna signe la pole position. La course, quant à elle, se déroule dans des conditions très difficiles. La pluie s'abat sur le circuit d'Estoril, mais pour le Brésilien, c'est idéal. Il s'envole dès le départ et la course tourne très vite à la démonstration. Senna règne en maître de la pluie et ne lâche jamais les commandes de la course. Il relègue son dauphin à plus d'1 minute et le reste de la grille à un tour ou plus. Ayrton Senna remporte son premier Grand Prix de Formule 1 et avec la manière. Il explose de joie à l'arrivée, c'est un rêve pour lui. En 1985, Magic ajoute 5 autres podiums à son palmarès encore balbutiant, dont une autre victoire à Spa-Francorchamps. Il se classe comme l'un des grands espoirs de la discipline et installe Lotus sur le podium du classement constructeur. Chez Lotus, Senna polie son style unique. Avec lui, c'est toujours l'attaque pure. Il freine tard, jette sa voiture dans chaque virage, se retrouvant systématiquement à la limite de la perte d'adhérence. La monoplace glisse, mais ne décroche jamais. Et ça, lui seul peut le faire. Même s'il est un talent brut, Senna est aussi un grand bosseur. Il cherche toujours à progresser et se révèle notamment être un très bon metteur au point pour son moteur. Cette qualité est notamment saluée par les Japonais de chez Honda qui lui font la promesse de le suivre partout où il ira en Formule 1. Et ça tombe bien, Senna a besoin d'un nouveau défi. En 1988, Ayrton Senna change de dimension. Il rejoint l'écurie McLaren qui a remporté 3 des 4 derniers championnats pilotes et est aligné aux côtés d'Alain Prost. L'opposition de style est totale. On surnomme Prost le professeur car il est très méthodique. Il sait qu'un Grand Prix ne se gagne pas en qualification mais en course et qu'un titre ne se gagne pas sur un seul Grand Prix mais sur la régularité d'une saison. Il est aux antipodes de Senna, ce pilote ultra rapide, fougueux, qui ne se pose pas de questions. Prost est aussi très habile politiquement. Il comprend tous les enjeux et les rouages de ce sport et sait être ami avec les bonnes personnes, parmi lesquelles Jean-Marie Balestre, le président de la Fédération internationale du sport automobile. Prost serait d'ailleurs celui qui a soufflé le nom de Senna dans l'oreille de Ron Dennis, le grand patron de McLaren. Il sait que le Brésilien est soutenu par Honda, alors que son moteur Porsche est en perte de vitesse. Et le professeur a encore vu juste. L'association McLaren-Honda produit l'une des plus grandes voitures de l'histoire de la Formule 1, invincible en qualification comme en course. La saison tourne très vite au duel. Magic Senna contre le professeur Prost, 2 visions de la F1 s'affrontent. Le premier s'impose vite comme l'as des qualifications, tandis que la course reste le domaine de prédilection du second. À Monaco, Senna a l'occasion de frapper un grand coup. Si tout le monde l'attend très rapide sur ce circuit qu'il affectionne particulièrement, personne ne peut imaginer le niveau auquel il va s'élever sur ce Grand Prix. Lui-même le raconte, il atteint un état d'osmose quasiment parfait avec la voiture et n'est presque plus conscient de ses mouvements. That day, I suddenly realized that I was no longer
driving it conscious. And I was in a different dimension for me. Dans une autre dimension, Senna produit l'un des tours les plus fous de l'histoire de la Formule 1, dont il n'existe pas d'image. À voitures égales, il colle 1 seconde et demie à son coéquipier Alain Prost. Mais cela ne lui suffit pas, il veut assommer son rival et récidive le lendemain en reléguant Prost à plus de 55 secondes. Sauf que Senna est encore un diamant brut qui manque d'expérience et à 12 tours de l'arrivée, l'impensable se produit, un abandon idiot alors qu'il a course gagnée. Prost attribue cette erreur à un péché d'orgueil du Brésilien. He never wanted to beat me, he wanted to humiliate me. He wanted to show the people that he was much stronger, much better, and that was his weakness. I just came to so close to perfection that weekend that I relaxed. I opened windows for mistakes. Le duel vient de prendre une dimension psychologique et Senna a encaissé un sacré coup. Visage fermé, il quitte le circuit à pied pour rejoindre son appartement, en principauté. Monaco est une grande leçon pour Senna. Il comprend qu'il peut être incontestablement le plus rapide et pour autant ne pas gagner la course. C'est un énorme coup dur pour lui, mais également un point de passage absolument indispensable dans sa construction qui lui permet de remporter 6 des 8 courses suivantes. Senna est très rapide, mais Prost est un métronome qui empile les podiums. Sur l'ensemble de la saison, il inscrit 105 points contre 94 à son coéquipier. Sauf qu'à l'époque, seuls les 11 meilleurs résultats sont comptabilisés pour le classement des pilotes, si bien qu'arrivé au Japon, c'est Senna qui se trouve en position de devenir champion du monde. Pour ce faire, il doit l'emporter face à Prost et le week-end commence idéalement puisqu'il signe sa 12e pole position de la saison. Mais c'est au départ que cette pression nouvelle pour lui le submerge. Il enclenche directement le 3e rapport et cale, restant presque scotché sur la grille. 14e dans le premier virage, Senna pense alors que le titre est perdu, mais parvient à remonter à la 8e place dès la fin du premier tour. Il avale 4 monoplaces en 3 tours avant de dépasser Berger pour monter sur le podium. C'est alors que la pluie fait son apparition, comme un signe du destin. Intouchable dans ces conditions, Senna fond sur les leaders, Capelli abandonne, le voilà dans les échappements de Prost. À la fin du 27e tour, le professeur hésite un instant au moment de doubler un retardataire. Magic y voit sa chance, prend l'aspiration, se porte à la hauteur dans la ligne droite, gagne mètre par mètre avant de finalement prendre l'ascendant et de ne plus jamais lâcher la tête de la course. En larmes, il remercie Dieu dans le dernier tour et passe la ligne en vainqueur, en champion du monde. Ayrton Senna vient de triompher d'un affrontement légendaire, il est champion du monde et personne ne le lui enlèvera. Mais sa carrière en Formule 1 ne fait que commencer. Il est libéré par ce succès et veut continuer sur sa lancée, sauf qu'en Formule 1, beaucoup disent que le 2e titre est encore plus compliqué à décrocher que le premier. Senna va désormais devenir l'homme à abattre, une pression que sait parfaitement gérer son rival. En 89, Prost veut prendre sa revanche. Mais cette fois, l'idylle des débuts a pris fin, les pilotes McLaren sont rivaux et ne s'en cachent plus. Dès le 2e Grand Prix de la saison à Imola, le conflit éclate au grand jour. Parti de la pole position, Senna conserve la tête au départ, mais la course est interrompue dès le 4e tour. Au restart, c'est Prost qui vire cette fois en tête. Un pacte de non-agressivité ayant été conclu, le Français estime que la victoire lui revient. En fait, il a été convenu que le pilote en tête après le premier virage conserverait la victoire. Sauf que Senna refuse de prendre en compte ce 2e départ. Il attaque Prost et reprend la tête avant de remporter le Grand Prix. Le Français est furieux, c'est la fin des relations cordiales entre les deux pilotes. En dehors des circuits, le Français accuse Honda de favoriser son petit protégé, tandis que le Brésilien ne cache plus son animosité envers son coéquipier. L'écurie McLaren se délite de l'intérieur et les pilotes font de la surenchère dans l'agressivité, selon les mots de Ron Dennis. L'agressivité a toujours été une caractéristique du style de pilotage d'Ayrton Senna, et particulièrement pour ce qui est des dépassements. Comme Michael Schumacher ou Max Verstappen bien des années plus tard, il met son adversaire face à un dilemme impossible, soit je passe, soit on s'accroche. Et de cette manière, il prend un ascendant psychologique sur tous ses concurrents, qui le prennent pour un fou autant qu'un génie. S'il a plusieurs fois abdiqué intelligemment, Alain Prost se distinguait aussi par le fait qu'il était l'un des seuls à pouvoir lui tenir tête pour un titre de champion du monde, par exemple. Justement, en arrivant à Suzuka, la situation est inversée par rapport à 1988 et c'est cette fois le Français qui dispose d'une première balle de match. Si Senna ne s'impose pas, le titre est pour lui. Comme à son habitude, le professeur s'est concentré sur la course, si bien que les 1 seconde 7 que lui inflige son coéquipier en qualification sont effacés dès le départ. Après avoir passé 47 tours dans ses échappements, Senna passe à l'attaque.
À la bord de la dernière chicane, il entrevoit une ouverture, se jette et réalise un freinage ahurissant pour se placer à la hauteur de Prost. Ce dernier a laissé la porte entrouverte et veut gommer au plus vite cette erreur. Il anticipe son virage et tourne sur Senna, c'est l'accrochage. Les deux McLaren sont immobilisés côte à côte, c'est un dénouement tragique pour un championnat du monde. Le Français s'extrait de sa monoplace tandis que son coéquipier veut tenter le tout pour le tout et demande au commissaire de le pousser pour l'aider à repartir. Senna parvient à se relancer en court-circuitant la chicane et après avoir parcouru un tour complet, s'arrête au stand pour changer son aileron avant. Le Brésilien ressort avec 10 secondes de retard sur l'Italien Alessandro Nannini à 5 tours de l'arrivée, mais il ne lui en faut que 3 pour revenir dans la boîte de vitesse de la Benetton. Il réalise exactement le même dépassement que quelques tours plus tôt, mais cette fois son adversaire ne peut lui tenir tête. Le scénario est dingue, Senna l'emporte et renvoie la lutte pour le titre au dernier Grand Prix de la saison. Du moins c'est ce qu'il pense, car le très habile Alain Prost est déjà dans le bureau de la direction de course où il retrouve son ami Jean-Marie Balestre et le duo français est rapidement rejoint par Ayrton Senna et Ron Dennis. Le podium est retardé de 20 minutes et le verdict tombe. Pour avoir court-circuité la chicane et donc n'avoir pas complété la distance totale du Grand Prix, Ayrton Senna est disqualifié. L'Italien Alessandro Nannini remporte sa première victoire en Formule 1, tandis qu'Alain Prost est sacré champion du monde. Cet épisode marquera profondément Ayrton Senna, qui comprend que la F1, ce n'est pas que de la course. Il vit très mal cette affaire, où il estime avoir été traité comme un criminel. Il se retire au Brésil et envisage d'arrêter sa carrière, mais Ron Dennis le convainc malgré tout de revenir pour combattre ce sentiment d'injustice. D'autant que Prost a annoncé son départ chez Ferrari, le Français ne supporte plus cette atmosphère hostile. Il ne célèbre pas son 3e titre comme une grande victoire, car la manière n'était pas au rendez-vous. To be very honest, I'm quite happy to leave because I think it becomes absolutely impossible to work with Ayrton and that's a good end of championship. En 1990, Senna revient apaisé en Formule 1. Il est désormais le leader incontesté chez McLaren, où l'ambiance est bien plus sereine. Il signe 3 victoires lors des 5 premiers Grands Prix de la saison. Mais sa rivalité avec Alain Prost ne tarde pas à ressurgir. En milieu de saison, le nouveau pilote Ferrari enchaîne 3 victoires consécutives et se relance dans la course au titre. La guerre reprend entre médias interposés. Pour la 3e année consécutive, le titre se joue au Japon, dans une situation cette fois favorable à Senna. Si le Brésilien s'impose ou qu'aucun des deux pilotes ne marque des points, alors il sera sacré champion du monde. Plus remonté que jamais, il signe de nouveau la pole position. Mais cette fois, un facteur externe entre en jeu. À Suzuka, la pole est positionnée du côté sale de la piste, ce qui pourrait expliquer ses mauvais envols sur les dernières saisons, et le Brésilien affirme s'être mis d'accord au préalable avec son rival pour la déplacer. Mais le Français ne tient pas sa promesse et la pole est maintenue sur son emplacement initial. Seul contre tous, Senna s'élance plus déterminé que jamais. Et alors que Prost l'a logiquement effacé au départ, il n'hésite pas une seconde et percute le Français dès le premier virage. Tandis que la planète entière a les yeux rivés sur la McLaren et la Ferrari, les voilà déjà au tapis. Senna est champion du monde. L'affront subi un an plus tôt est vengé. Plus tard, le Brésilien reconnaîtra l'intentionnalité de sa manœuvre. Les pilotes rejoignent les stands à pied, l'attention est à son apogée, suscitant un intérêt sans précédent pour la Formule 1. Prost, lui, est furieux. J'ai envie de lui mettre mon poing dans la figure, m'a traversé l'esprit et j'ai tellement été dégoûté, vraiment, j'ai même pas eu l'envie parce que je crois qu'il me dégoûte profondément. Triple champion du monde, Jackie Stewart ira reprocher sa dangerosité à Ayrton Senna, qui lui répondra d'une formule inscrite pour l'éternité dans le grand livre d'histoire de la Formule 1. And if you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver. Désormais double champion du monde, Senna a encore un rêve à assouvir, remporter le Grand Prix du Brésil devant son public. En cette participation, il s'est déjà élancé à 4 reprises depuis la pole position, sans jamais les convertir en victoire. En 1991, la voie semble dégagée, la Ferrari de Prost est capricieuse et le combo McLaren-Senna paraît intouchable. Après avoir remporté le Grand Prix d'ouverture de la saison 2 semaines plus tôt, ils arrivent en pleine confiance. Le samedi, Senna fait ce qu'il sait faire de mieux, aller vite sans se poser de questions. Il signe la pole position et relègue son coéquipier à plus d'1 seconde. Seuls Nigel Mansell et Riccardo Patrese parviennent à s'intercaler entre les McLaren. Les deux pilotes Williams sont rapides, mais Senna est en mission. Après un bon départ, il s'envole en tête de la course. Ce jour-là, seul Mansell peut suivre la cadence. Patrese, lui, préfère ménager sa Williams. Il compte 40 secondes de retard sur son coéquipier lorsque la boîte de vitesse de Mansell rend l'âme. C'est l'expérimenté italien qui a vu juste. Car devant, Senna rencontre également des problèmes de boîte. Le 5e rapport a rendu l'âme et les 2e et 4e ne tardent pas à suivre. Assez rapidement, il se retrouve bloqué en 6e vitesse et même s'il se bat, perd énormément de temps sur la Williams.
Il n'a plus de frein moteur, manque de puissance à la réaccélération et la direction s'alourdit, rendant la voiture pratiquement inconduisible. L'effort physique est immense sur ce circuit anti-horaire, le Brésilien est perclus de crampes, mais à moins de 10 tours de l'arrivée, Ayrton Senna ne peut pas renoncer en tête du Grand Prix du Brésil. Alors il se bat. Patrese reprend 4 secondes par tour, mais ce jour-là, le ciel a choisi son camp. La pluie s'abat sur le circuit d'Interlagos. Pour Senna, c'est un signe, lui qui adore ces conditions. Il passe la ligne avec 3 petites secondes d'avance sur la Williams et remporte enfin son Grand Prix national au bout de l'effort. Alors qu'il veut s'arrêter pour prendre un drapeau, sa McLaren expire. Elle aussi est à bout de force. Exténué, Senna est rapatrié dans la voiture médicale, presque inconscient. Ses épaules le font terriblement souffrir, mais il a réussi. Son nom est à jamais inscrit parmi les vainqueurs du Grand Prix du Brésil. Sur le podium, il éprouve les plus grandes difficultés à soulever le trophée du vainqueur. Cette image légendaire renforce encore son statut de héros. Le Brésil, pays en crise qui connaît alors une immense pauvreté, s'est trouvé une idole nationale. Senna a accompli son rêve et aborde la suite de la saison libre et relâché, signant 5 autres victoires en 1991. Le titre se joue de nouveau au Japon, mais cette fois personne ne doute réellement de son succès. Même si Williams est de nouveau sur la pente ascendante, Mansell ne semble pas avoir les armes pour rivaliser avec les McLaren. Pour une fois, Senna est battu en qualification, mais il n'est devancé que par son coéquipier Gerhard Berger, avec lequel il s'entend très bien. À Suzuka, le Brésilien ne se focalise que sur son rival, Mansell, avec lequel il engage un bras de fer pendant toute la première moitié de la course. Le pilote Williams tente de s'accrocher, mais il est difficile pour lui de suivre la McLaren. Dès le 10e tour, le Britannique part à la faute, offrant mathématiquement le titre à Senna. Ce jour-là, le nouvel égal de Prost, Lauda et Stewart au palmarès de la Formule 1 ne conteste pas la victoire à son coéquipier Gerhard Berger. C'est un nouveau doublé pour McLaren qui vient clôturer l'une des saisons les plus abouties de la carrière d'Ayrton Senna. À 31 ans, certains l'imaginent déjà comme celui qui détrônera Juan Manuel Fangio et ses 5 couronnes mondiales. 88, 89, 90 et 91. 4 années durant, Ayrton Senna a disposé de la meilleure monoplace du plateau, un élément indispensable pour enchaîner les saisons au sommet. Mais en 1992, la McLaren ne peut plus rivaliser avec la Williams et ses nouvelles avancées technologiques. L'électronique prend une place prépondérante en sport automobile, ce qui ne plaît pas au Brésilien car son pilotage ne lui permet plus de rivaliser avec les suspensions actives de son rival. Senna est réduit au rang de spectateur impuissant du sacre de Nigel Mansell qu'il dominait un an plus tôt. Malgré tout, Magic règne toujours en maître à Monaco. Il se retrouve en tête du Grand Prix après un arrêt au stand imprévu pour Mansell, et même si la Williams est bien plus rapide, le Britannique sait qu'il est pratiquement impossible de dépasser à Monaco. Alors Senna ferme chaque opportunité et passe la ligne d'arrivée en vainqueur, prouvant qu'il n'a rien perdu de son talent. Mais à cette époque, les enjeux vont dépasser l'aspect sportif et la course pure pour Ayrton Senna. Parmi ces combats, l'un des plus remarqués est celui pour la sécurité. Très proche du docteur Sid Watkins, il œuvre à protéger les pilotes sur chaque circuit autour du globe. À Spa-Francorchamps, alors qu'il espère s'approcher de Mansell en qualification, Senna se retrouve nez à nez avec la Ligier d'Éric Comas, immobilisé en plein milieu de la piste, dans le redoutable virage de Blanchimont. Il est inconscient et son pied est toujours enfoncé sur la pédale d'accélérateur. Senna n'hésite pas une seconde, il immobilise sa monoplace et vient porter secours aux Français. Il coupe le moteur puis maintient son coup et s'assure que ses voies respiratoires ne sont pas bouchées. Senna vient de sauver la vie d'Éric Comas et de montrer que certaines choses comptent plus qu'une pole position, même en Formule 1. Pour autant, même après un accident, il remonte toujours dans la monoplace avec la même envie de gagner. Et Senna comprend que ce n'est plus avec McLaren qu'il pourra enchaîner les titres. Alors il essaye de rejoindre Williams, sauf que celle-ci vient de faire appel à Alain Prost, lequel a exigé dans son contrat que le Brésilien ne puisse pas être son coéquipier. Senna est alors condamné à une nouvelle année en retrait, questionnant même son engagement en Formule 1. Et malgré cela, il reste l'un des meilleurs pilotes au monde. Lorsque la pluie s'abat sur un circuit, personne ne peut l'arrêter, ce qu'il démontre de nouveau à Donington en 1993, l'une des plus belles victoires de sa carrière. 5e dans le premier virage, il se porte immédiatement à la hauteur de Schumacher, puis jette sa voiture sur l'extérieur, débordant Wendlinger d'un enroulé sublime. Les Williams ne peuvent rien faire de mieux, Senna efface Hill, puis fonce sur Prost, dont il ne fait qu'une bouchée. Il lui a fallu moins d'un tour pour réaliser 4 dépassements et s'emparer des commandes de la course. Un deuxième, et il compte déjà 4 secondes d'avance sur son vieil ennemi. Magic est intouchable sous la pluie et la course tourne à la démonstration. Seul Damon Hill finira dans le tour du leader avec 1 minute et 23 secondes de retard sur la McLaren.
Cette course restera dans la légende comme l'une des plus grandes de la carrière d'Ayrton Senna. Malgré 5 victoires en 93, Senna ne peut empêcher le 4e titre de Prost. Avec le retrait de Honda, sa McLaren est handicapée par son V8 Ford Cosworth, largement inférieur au V10 Renault monté dans les Williams. Cette dernière est décidément l'écurie à abattre. Senna veut la rejoindre à tout prix et son vœu est exaucé lorsque Prost annonce sa retraite à l'issue de la saison. La rivalité entre ces deux légendes qui ont dominé le sport pendant près d'une décennie touche à sa fin. Le Grand Prix d'Australie en est un heureux épilogue où Senna s'impose devant Prost et les deux échangent une accolade. La guerre est finie. Prost a accompli ce qu'il devait accomplir en Formule 1 et Senna avec McLaren. Pour sa dernière course avec l'écurie britannique, le Brésilien signe sa 41e victoire et son 80e podium. Ron Dennis est reconnaissant pour toutes ces années, tandis que son protégé, comme une évidence, rejoint l'écurie avec laquelle il avait parcouru ses premiers mètres en Formule 1 pour ce qui s'annonce comme son dernier grand défi. En 1994, Ayrton Senna rejoint Williams, double championne du monde en titre des pilotes et des constructeurs. Si l'écurie a sur le papier tout pour réussir la passe de 3, les doutes ne vont pas tarder à s'installer. Car pour contrer cette domination, les assistances électroniques ont été interdites. Et résultat, la voiture est bien moins performante, mais également assez capricieuse. Ayrton Senna n'est pas à l'aise à son volant, il a du mal à la faire performer. Pour autant, Senna reste Senna. En ouverture de la saison, au Brésil, devant son public, il arrache la pole position devant un certain Michael Schumacher, étoile montante de la Formule 1. Ce dernier est au volant d'une Benetton, dont le Brésilien est persuadé qu'elle dispose encore de certaines aides électroniques, notamment l'antipatinage. Le Brésilien doit déployer tout son talent pour lutter, mais rien à faire. L'Allemand prend l'avantage lors de la phase d'arrêt au stand. Malgré tout, Magic n'est pas du genre à renoncer, alors il attaque toujours un peu plus, mais finit par commettre une erreur. À une quinzaine de tours de l'arrivée, il part en tête à queue devant une foule consternée. C'est un fait rarissime. Son moteur ne repart pas et il est contraint à l'abandon. Cruelle désillusion pour celui qui pensait disposer de l'arme fatale. Senna doit se battre avec sa Williams, mais il repousse une nouvelle fois ses limites en signant une nouvelle pole position au Grand Prix du Pacifique. Sauf que le lendemain, une nouvelle fois, rien ne se passe comme prévu. Il est accroché par son remplaçant chez McLaren, Mika Häkkinen. Nouvel abandon. Le voilà déjà condamné à s'imposer lors du Grand Prix de Saint-Marin, s'il veut préserver ses chances de titre. Arrivé sur le circuit d'Imola, Williams est persuadé de pouvoir inverser la tendance et faire tomber l'impérial Schumacher. Mais ce week-end-là, la course va rapidement devenir secondaire. Dès les essais libres, le jeune Rubens Barrichello perd le contrôle de sa Jordan à très haute vitesse. Il décolle sur le vibreur et s'enfonce dans le mur de pneus. L'accident est ultra spectaculaire. Par chance, il ne s'en sort qu'avec un bras et un nez cassé, mais il est forfait pour le reste du week-end. Ayrton Senna est marqué. Très impliqué dans la sécurité, il vient de voir son jeune protégé impliqué dans un accident d'une violence rare. Il se rend rapidement au centre médical pour prendre des nouvelles de Barrichello et rassuré, il se résout à monter dans sa monoplace pour participer au Grand Prix. Ce n'est hélas que le début. En qualification, l'Autrichien Roland Ratzenberger est à son tour impliqué dans un terrible accident. Lancé à 308 km/h, il perd le contrôle de sa monoplace dans la courbe Villeneuve et percute un mur en béton. C'est très grave et tout le monde le sait. Il est évacué en urgence mais succombe à ses blessures à l'hôpital de Bologne. Senna est bouleversé. C'est la première fois qu'il assiste à la mort en direct sur un circuit. Le paddock lui aussi est profondément choqué car aucun d'entre eux n'avait perdu la vie sur un week-end de course depuis plus de 12 ans. Un tel incident semblait appartenir au passé. Rattrapé par l'émotion, Senna se demande s'il doit participer à la course, mais celle-ci aura bien lieu. Le dimanche matin, acteurs et observateurs se demandent pourquoi ils se préparent à courir alors que l'un des leurs a laissé la vie sur ce même circuit quelques heures plus tôt. Le plus grand pilote de Formule 1 en activité, Ayrton Senna, semble tendu, comme s'il était ailleurs. Le matin même, alors qu'il commente un tour embarqué dans sa monoplace pour TF1, il adresse un message à son ancien rival, Alain Prost, devenu consultant. A special hello to our dear friend Alain in France. We all miss you, Alain. Mais la course doit reprendre ses droits. En qualification, Senna a signé un nouvel exploit en décrochant la 65e pole position de sa carrière. Il efface tout ce qui l'entoure et se prépare à retourner au combat contre Schumacher. Puis dès le départ, le cauchemar ressurgit. JJ Leto n'a pas démarré et Pedro Lamy le percute à très haute vitesse. Malgré la violence du crash, la course n'est pas interrompue et seule la voiture de sécurité est sollicitée. Lorsqu'elle s'efface, Senna repart à l'attaque pour quelques kilomètres encore. Il est 14h17 lorsque le Brésilien attaque la courbe de Tamburello pour la 7e fois. Lancé à 310 km/h dans ce virage ultra rapide, la Williams dévie soudain de sa trajectoire.
Selon un rapport de la justice italienne, sa colonne de direction s'est brisée. Senna n'a rien pu faire pour éviter l'impact et a percuté le mur en béton à une vitesse de 211 km/h. S'il ne souffre d'aucune fracture, le triangle de suspension a percuté son casque dans un angle très défavorable. Le pilote est immobile, inerte, et tout le monde comprend que c'est très grave. Son ami Sid Watkins, le médecin en chef de la Formule 1, est le premier sur les lieux. Nullement averti du drame qui se joue, le Français Eric Comas est lui renvoyé en piste après un changement d'aileron arrière. Dans la confusion, les commissaires le laissent repartir malgré le drapeau rouge. Arrivé à Tamburello, il s'immobilise et on le fait monter dans l'ambulance. Le destin fait que je suis le dernier à avoir vu Ayrton Senna et le premier à comprendre qu'il ne serait plus jamais parmi nous. Le décès du meilleur pilote au monde est prononcé à 18h03 à l'hôpital de Bologne. L'accident est d'autant plus tragique qu'il a été retransmis en direct à la télévision un dimanche 1er mai, en plein après-midi. Senna avait consacré sa vie à la course, et la course lui a pris sa vie. Le choc est brutal, la Formule 1 est endeuillée. Et au Brésil, c'est un pays tout entier qui pleure son champion. 3 jours de deuil national sont décrétés. Eric Comas a ces mots. Dieu venait de mourir. Senna laisse derrière lui un héritage immense en Formule 1. Bien au-delà de son palmarès, c'est sa passion pour la course à l'état pur et son style de pilotage unique qui ont marqué à jamais les livres d'histoire. Son combat pour la sécurité lui survivra sous l'œil très vigilant du docteur Sid Watkins et il n'y aura plus un seul mort en Formule 1 pendant plus de 20 ans.